Dans le vaste univers des jeux vidéo, nos sens sont sollicités de manière à vivre des expériences inoubliables. La vue, pour s'émerveiller devant des paysages aussi époustouflants les uns que les autres. Le toucher, pour ressentir chaque action à travers notre clavier ou notre manette. Mais si je vous dis qu'il existe un monde où un autre sens prend le dessus. Un monde où l'ouïe n'est pas seulement un complément, mais la clé de la survie. Laissez donc ma voix vous guider et immergez-vous dans Unshowdown, là où le moindre son, même discret, joue un rôle essentiel. Unshowdown est un jeu de tir à la première personne qui vous plonge dans un univers sombre et horrifique, inspiré par la fin du 19e siècle. Vous incarnerez des chasseurs de monstres, s'engageant dans la traque et l'élimination de créatures surnaturelles, cachées dans des lieux sinistres, comme des marécages et des bâtiments abandonnés. Le jeu mélange stratégie de survie et compétition, en vous mettant au défi dans un environnement PvPvE, dans lequel vous affronterez simultanément des joueurs et des monstres. Armé principalement d'armes à verrou, plutôt que d'armes automatiques, vous prendrez le rôle de cow-boy chasseur de monstres, maniant votre revolver, ainsi que votre fusil Winchester. Mais concrètement, une partie d'Unshowdown, ça consiste en quoi? Tout d'abord, il existe plusieurs modes de jeu. Il y a le terrain de tir, c'est un mode où vous pourrez vous entraîner à tirer sur des cibles et tester toutes les différentes armes du jeu. Il y a ensuite le mode épreuve, qui est un mode solo dans lequel vous avez une mission avec 3 médailles. Obtenir les 3 médailles demande des critères spécifiques, qui sont honnêtement plutôt compliqués à avoir. Je vous avoue que certaines de ces missions sont vraiment pas faciles à terminer, du moins avec les 3 étoiles. Mais les récompenses sont plutôt alléchantes, car oui, plus vous aurez d'étoiles, plus vous serez récompensé. Âme résiliente, mode dans lequel vous choisissez parmi 5 chasseurs aléatoires et 3 types d'équipements, un pour le combat au corps à corps, un pour les affrontements à courte portée, et le dernier, adapté à la moyenne portée. Une fois en jeu, vous venez d'apparaître sur l'une des 3 cartes disponibles, et votre mission consistera à récupérer 4 failles. Si vous êtes le premier à les collecter, vous devrez rester en vie pendant un certain temps. Une fois ce temps écoulé, vous remporterez la partie. Cependant, gardez à l'esprit que tous les chasseurs seront informés de votre position et tenteront de vous éliminer. Mais tournons-nous désormais vers le mode principal du jeu, la chasse à la prime. Dans ce mode, vous avez la possibilité de jouer seul, en duo ou en trio. Votre objectif est clair, récupérer des indices qui vous guideront vers l'emplacement de la prime. Cependant, vous obtiendrez une prime qu'après avoir vaincu le boss de la carte. Une fois la prime en votre possession, vous devrez fuir à l'aide d'un bateau ou d'une diligence. Toutefois, il se peut que dans certains cas, vous ne puissiez pas récupérer de prime, car elle aura été emportée par d'autres joueurs avant que vous n'ayez eu l'occasion de l'atteindre. Il reste cependant possible de fuir à tout moment, sans nécessairement emporter une prime avec vous. Par exemple, si vous voulez conserver votre équipement et votre chasseur. Parlons maintenant des chasseurs qui représentent votre personnage dans le jeu. En cas de mort de celui-ci, vous le perdrez de manière définitive, et vous devrez en acheter un nouveau. Cependant, les nouveaux joueurs bénéficient d'une sécurité durant leur premier niveau. Il s'agit d'un système leur permettant de conserver leur chasseur, même après sa mort. Ça permet en soi de donner du temps aux nouveaux joueurs, afin qu'ils s'adaptent au jeu. Mais après avoir gagné suffisamment d'expérience, cette sécurité disparaîtra, et la mort de votre chasseur entraînera sa disparition définitive. Maintenant que vous avez les bases du jeu, je vais vous donner des petites astuces et vous montrer à quoi ressemble vraiment une partie. Parce que comme dans tout, il y a un énorme gouffre entre la théorie et la pratique. Comme vous le savez, une fois apparu dans la carte, vous devez trouver des indices. Mais la carte est plutôt grande, et vous n'allez pas fouiller chaque recoin de celle-ci, jusqu'à espérer trouver un indice. Vous avez donc une vision occulte. C'est une vision qui vous indique par une lueur bleue vers où se trouvent les prochains indices. Cette vision, en plus de vous indiquer les indices, est très utile, car si un joueur possède une prime sur lui, vous pourrez facilement le repérer, car il y aura de beaux éclairs juste au-dessus de sa tête. Mais revenons aux indices. Un indice prend l'apparence d'un petit cratère, entouré de débris. Il en existe 4 différents types. Premièrement, il y a l'indice intact, reconnaissable à son centre qui est grisâtre, signifiant qu'aucun joueur ne l'a encore trouvé. Ensuite vient l'indice récupéré par un autre joueur, identique au précédent, mais avec un centre noir, indiquant qu'il a déjà été pris. Le troisième type d'indice est celui que l'un de vos alliés a collecté. Sa particularité réside dans l'absence de petites cendres s'échappant de celui-ci. Et enfin, le quatrième est le plus crucial des indices. C'est celui qui devient rouge et fait beaucoup de bruit lorsqu'un joueur ennemi se trouve à moins de 50 mètres. Oui, vous l'avez compris, quand un indice devient rouge, surveillez vos arrières. Bon, reprenons cependant ce qui se passe dans une partie. Une fois le premier indice dans votre poche, vous ouvrez votre carte, puis regardez les lieux barrés. Ce sont les lieux où il n'y aura pas de boss. Vous allez ensuite vous diriger vers votre prochain indice, le récupérer et répéter le processus jusqu'à arriver au troisième indice.
Cette fois-ci, vous connaîtrez l'emplacement du boss. Pour en être sûr, je vous conseille d'utiliser votre vision occulte, qui indiquera en haut à gauche de votre écran un clignotement autour de son logo. Si le contour est blanc, ça signifie qu'aucun joueur est proche du boss. Au contraire, s'il est rouge, ça veut dire que des gens sont proches ou sont même déjà en train de le faire. Mais dans notre cas, c'est blanc, donc tout va bien. Vous rentrez dans le bâtiment, tapez le boss, encore et encore, sans tirer avec vos armes à feu, car si vous tirez avec, ça risque d'attirer l'attention des joueurs et ce n'est certainement pas ce que vous voulez. Du moins jusqu'à ce que vous éliminiez le boss. Pourquoi? Parce que lorsque le boss meurt, vous devez le bannir en faisant un rituel. Lorsque vous le bannissez, tous les joueurs de la carte auront l'information de la position de là où il se trouve. Mais aussi un gros bruit et un indicateur sur leur écran montrant que vous avez commencé le rituel. En plus d'un compteur en pourcentage qui définit le temps que prendra votre bannissement. Ouais, en résumé, les joueurs de la carte seront bien avertis. Vous devez désormais attendre et surveiller les fenêtres afin de ne pas être surpris par les joueurs qui se dirigent vers vous. Il est même possible de trouver des pièges dans des caisses qui seront fort utiles si vous arrivez à bien les placer. Si vous voyez ce que je veux dire. Une fois le bannissement terminé, vous pouvez récupérer votre prime. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a bel et bien 2 primes, mais les joueurs ne peuvent avoir qu'une seule prime par boss. Cette prime est un lingot d'or que vous devez ramener chez vous. Mais en plus d'être un joli pactole, cette prime vous permet de voir à travers les murs. Et oui, quand vous utilisez votre vision occulte, vous pouvez voir à travers les murs des petites lueurs jaunes qui indiqueront la position de là où se trouvent les joueurs adverses. Cependant, vous n'avez que 5 secondes en tout. Je vous conseille donc d'utiliser les secondes une par une et de ne pas tout dépenser d'un coup, car c'est un avantage de taille, qui peut par exemple vous permettre de vérifier autour de vous si des joueurs vous suivent. Une fois la prime en poche, votre prochaine mission est de rejoindre un bateau ou une diligence, qui sont indiqués par des flèches sur la carte. Une fois arrivé à destination, vous devez attendre 30 longues secondes en espérant que personne n'arrive à temps pour vous déloger, car si des joueurs arrivent à vous déloger et à vous éliminer, vous aurez fait tout ça strictement pour rien. Là vous vous dites, attendez, mais il ne nous a toujours pas parlé du son à part dans l'introduction? Et vous n'avez pas tort, mais je me devais de bien vous expliquer comment fonctionne le jeu, car aucun jeu ne lui ressemble vraiment. Dans la plupart des jeux, le son est important. Sur Rainbow Six Siege par exemple, vous vous êtes déjà arrêté de bouger, tordu l'oreille jusqu'à entendre un bruit de pas, ce qui vous a permis d'éviter la mort. Eh bien, dans Un Showdown, c'est un peu la même chose, mais en 100 fois plus intense. Il existe beaucoup de jeux dans lesquels vous pouvez vous permettre d'écouter de la musique pendant vos parties, même si vous avez besoin d'utiliser le son. Dans Un Showdown, je ne vous conseille vraiment pas d'avoir une vidéo, un stream ou de la musique en fond, même si je sais, je suis le premier à parfois le faire. Sachez que c'est la pire des idées si vous voulez être performant et bien réussir vos parties. Chaque élément de Un Showdown tourne autour du son. Vous pouvez faire craquer des branches en marchant dans la forêt, faire peur à des corbeaux qui feront beaucoup de bruit et s'envoleront. Vous pouvez faire peur à des canards qui feront comme les corbeaux, marcher dans du verre, vous cogner contre des chênes, effrayer un poulailler et bien plus. Tout le décor du jeu est fait pour faire du bruit si vous n'êtes pas prudent. Quand il y a des corbeaux ou des canards, vous devez vous accroupir et essayer de vous éloigner le plus possible d'eux afin de passer à côté. Quand il y a un cheval à moitié mort, vous devez l'éliminer à distance pour éviter qu'il crie ou simplement l'esquiver. Et dites-vous que même pendant des combats intensifs contre d'autres joueurs, ces éléments seront toujours présents et pourront donc trahir votre position. Autant vous dire que la discrétion sera votre meilleur ami. Car oui, vous devez vous en douter, mais le moindre craquement de branche sonnera comme une alerte pour vous. Ce qui, on ne le dirait pas, mais pourra vous rendre légèrement paranoïaque. Le moindre son semblera vous indiquer qu'un joueur est caché juste à côté de vous. Je ne vous l'ai d'ailleurs pas dit, mais si une créature marche sur des bouts de verre, ça fera exactement le même bruit que si un joueur marchait dessus. Et oui, le son sera là pour vous aider, mais il pourra aussi vous jouer des tours. Si vous jouez à beaucoup de jeux vidéo, vous savez qu'après de grosses sessions de plusieurs heures de jeu, vous allez vous affaler de plus en plus dans votre siège, et prendre une position plutôt agréable pour vous. Mais quand vous allez tomber contre un joueur dans Hunt, instinctivement, vous allez très vite vous remettre en position de combat sur votre chaise, vous rapprocher de votre écran afin de bien viser votre cible, jusqu'à attendre une petite erreur de sa part pour l'éliminer. Vous l'aurez donc compris, le jeu demande une attention permanente, vous n'aurez pas le temps de faire autre chose. Si vous avez fait attention, quand vous arrivez à vous extraire d'une partie, vous avez un message plutôt effrayant qui s'affiche. Vous mourrez un autre jour. Et au fond, ils ont raison. Votre chasseur est voué à mourir, un jour ou l'autre. Mais de quelle façon? Peut-être par des joueurs, peut-être par des monstres.
En parlant de monstres, il en existe un bon paquet. La goule, un zombie basique, facile à tuer, mais avec des variantes. Le médecin, il possède une trousse de soins sur son dos et une arme empoisonnée. Le casqué, il possède un casque sur sa tête qui lui donne un petit style et le protège légèrement. La goule armée, elle tient un pistolet dans sa main et tire en l'air si elle arrive à vous frapper, alertant ainsi les adversaires autour de vous. Le mineur, il possède une lampe frontale qui peut être allumée ou non. Si cette lampe est allumée, lui mettre un coup au niveau de la tête créera une flaque d'huile qui prendra ensuite feu. Il existe bien d'autres variantes de goule, mais je vous laisserai les découvrir par vous-même. Le cuirassé, un monstre résistant avec une armure épaisse qui entoure son corps. Il ne possède qu'une seule variante, le cuirassé barbelé, plus difficile à tuer et qui vous causera des saignements s'il vous frappe ou que vous le frappez. Petite astuce, vous pouvez le tuer à distance en un seul coup avec une hache de lancer bien placée. La ruche, monstre humanoïde fusionné avec un essaim d'abeilles empoisonné. Il est conseillé de lui tirer dessus de loin pour éviter les piqûres, car si vous êtes trop proche d'elle, elle vous enverra un essaim d'abeilles dessus. Visez d'ailleurs sa tête pour une élimination rapide et efficace. L'immolateur, un zombie de feu qui explose s'il est attaqué par des balles ou une mauvaise arme. Les bonnes armes à utiliser sont les poings américains ou la crosse de votre arme afin d'éviter qu'il explose. Les munitions empoisonnées peuvent aussi le neutraliser sans aucun risque. Le sac à viande, aveugle et sourd mais entouré de sangsues qui le guide. Le poison est la seule chose qui l'attire. Donc, si une sangsue vous empoisonne, partez très loin. Son point faible est d'ailleurs situé en haut à droite de son corps. Tuer un sac à viande vous donnera peut-être un atout aléatoire, mais je vous parlerai des atouts plus tard dans la vidéo. Les cerbères, des chiens rapides qui se déplacent en meute comme des loups, et qui vous feront saigner s'ils vous croquent. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas vous soigner avant de tous les avoir éliminés. Leur point faible est leur tête, mais certains portent des casques qui les protégeront, comme pour les ghouls. Et enfin, les démons fangeux, mais on les appellera plutôt la marée de larves. Il s'agit de larves affamées qui se cachent dans l'eau. Afin de les esquiver, restez accroupi et silencieux lorsque vous passez dans des cours d'eau. Vous pouvez leur tirer dessus pour les faire fuir, mais cela peut alerter les joueurs. Il restera donc préférable de les esquiver, en passant par des ponts ou des rondins de bois. Il y a 5 boss qui sont bien différents les uns des autres. Le premier n'est d'autre que le boucher. C'est un mutant qui a une tête de cochon et qui n'a qu'un seul bras, doté d'un crochet. Il est plutôt terrifiant, comme tous les monstres de yeux vous allez me dire. Pour le vaincre facilement, je vous conseille de taper dans son épaule gauche, c'est ici que vous lui ferez le plus de dégâts. Ce monstre est résistant au feu, les lampes autour de vous ne vous seront donc d'aucune utilité. Une fois que vous aurez éliminé le monstre, sa tête de cochon tombera par terre, et vous pourrez faire du foot avec si l'envie vous vient. Il est important de connaître une règle qui s'applique à tous les boss. Lorsque vous leur retirez un quart de vie, ils entrent dans une phase de furie pendant laquelle ils deviennent très énervés, plus résistants et vous courent dessus très rapidement. Je vous conseille donc d'attendre la fin de cette phase avant de retourner vous battre, car vous leur infligerez trop peu de dégâts par rapport aux risques encourus. Le Kleptobec, c'est le roi des oiseaux, et se distingue des oiseaux que nous connaissons. Ce monstre, tout comme les corbeaux, adore tout ce qui brille. Il récupère les trousses de soins, les armes de mêlée, et même les munitions autour de lui, pour les mettre sur son dos. Il sera donc compliqué, voire impossible, de trouver des objets utilitaires dans les environs. Son seul point faible est sa tête, située là où se trouve son masque rouge. Bien qu'il n'ait pas de résistance particulière, plus vous lui infligez de dégâts, plus il laissera tomber des objets qu'il a ramassés dans sa tanière. Pendant sa phase de furie, il vous jettera des barbelés dessus, alors faites attention, car la zone du boss sera ensuite recouverte de barbelés. L'araignée, c'est le boss le plus terrifiant visuellement, et vous allez comprendre pourquoi. Si vous êtes arachnophobe, attention. Il s'agit là d'une bien grosse araignée qui peut se jeter sur vous et vous faire chuter. Ce boss n'a rien de particulier, si ce n'est le fait qu'il est long de le tuer, car l'araignée se déplace sur les murs et fait tout simplement sa vie. Son point faible est sa tête. Et je sais que vous allez me dire, mais il n'y a pas de tête sur cette araignée? Eh bien si, la voilà. Ouais, c'est plutôt dégueu, il faut le dire. Le spectre. Il s'agit d'un tas de scarabées qui peut prendre la forme d'un assassin muni de 2 grandes lames. L'araignée se déplace sur les murs, il est donc compliqué de la suivre. Eh bien je vous laisse essayer de suivre un essaim de scarabées. Certes, il est possible de le taper directement en tapant l'armée de scarabées, mais ça reste dur à toucher, car il est plutôt rapide et grimpe sur les murs. Ce monstre vous fera saigner s'il arrive à vous toucher. Pendant sa phase de furie, il va créer des clones de lui-même. Si vous vous approchez trop des clones qu'il a fait, ils vont exploser et brouiller votre vision avec des insectes. Son point faible est son abdomen. En parlant de faiblesse, il existe une bombe collante dans une showdown, ce qui vous permettra de faire perdre les 3/4 de vie de n'importe quel boss si vous arrivez à bien la placer sur eux. Vous ferez du bruit, certes, mais au moins le boss ne survivra pas longtemps. Et enfin, Rodjaw, ou mâchoire pourrie en français.
C'est un crocodile qui s'intègre parfaitement dans l'univers de Hunt Showdown. Contrairement aux autres boss, vous ne serez pas immédiatement informé de sa présence dans votre partie. Il n'apparaîtra pas en haut à gauche de votre écran, avant que vous ne l'ayez réellement trouvé. Ces indices se trouvent près de l'eau, et sont différents des autres que vous connaissez. Il s'agit de petits cratères d'où s'échappe une fumée noire, indiquant la direction à suivre pour trouver le boss. Rojo ne donne qu'une seule prime, alors que tous les autres en donnent 2. C'est en quelque sorte un petit boss. Mais parlons maintenant du combat en lui-même. Ce boss est particulièrement difficile à vaincre, surtout si c'est la première fois que vous le croisez, car il se trouve dans l'eau, et le seul moyen de le faire sortir de l'eau est de vous y rendre. Il dispose de 4 attaques différentes. Pour le tuer rapidement et efficacement, il est essentiel d'apprendre à les esquiver, car 2 morsures suffisent pour vous tuer. Sa phase de furie est simple, il crée des zones noires et électrifiées autour de lui, et je vous conseille vivement de ne pas rester dans ces zones. Si vous perdez des segments de santé durant les combats de boss, car oui, vous pouvez perdre définitivement des segments de santé, que ce soit en brûlant ou simplement en mourant, vous pouvez les regagner entièrement lorsque vous commencerez le bannissement du boss. Je vous ai d'ailleurs dit que vous n'aviez que 5 secondes de prime, mais c'est faux, vous pouvez en avoir 10 si vous êtes un joueur solo. Et petite astuce en plus, si vous fouillez un joueur mort, vous allez récupérer 1 seconde de prime. Il est donc possible d'utiliser beaucoup plus que simplement les 5 secondes offertes initialement par la prime. J'ai fait exprès de ne pas vous parler des armes, car le jeu est déjà assez complexe à expliquer rapidement et efficacement. Mais sachez que vous devez acheter votre propre équipement avant de partir à la chasse. Pour gagner de l'argent dans le jeu, vous devez terminer des parties, mais surtout ramener des primes, car vous êtes avant tout un chasseur de primes. L'un des aspects intéressants de ce jeu est que vous pouvez gagner de l'expérience sur vos armes en tuant des joueurs ou des monstres. Vous pouvez ainsi débloquer une lunette, une crosse équipée d'un élément tranchant pour améliorer vos dégâts au corps à corps, et bien plus. Vous avez aussi un menu dans lequel vous pouvez entendre le son des armes de votre choix, tout en choisissant la distance à laquelle le tir sera effectué. Je vous invite donc à découvrir par vous-même la variation des bruits de tir selon la distance. Dans ma dernière vidéo sur DayZ, j'ai mentionné que c'était un jeu d'un réalisme sans égal. Cependant, Hunt rivalise quand même un peu. Vous pouvez casser des ampoules, détruire des pianos et la musique s'arrêtera. Faire de même avec des tournevis. Lorsque vous rechargez certaines armes, vous pouvez faire tomber des munitions par terre ou vider complètement votre chargeur en fonction du mécanisme de l'arme. Avec un atout spécifique, vous pouvez cependant rattraper la munition afin qu'elle ne tombe plus par terre. Un coup de couteau dans les bras d'une goule se distinguera visuellement. Un coup de feu sur sa jambe le fera saigner. Un coup porté à la tête disparaîtra tout simplement. Tous ces petits détails réalistes nous immergent vraiment dans le jeu. Et ça, c'est vraiment beau. De plus, Hunt vous offre des munitions blindées pour vos armes, des munitions incendiaires, des munitions à grande vitesse, des munitions empoisonnées, et j'en passe. Toutes les munitions ont des caractéristiques particulières. Les munitions incendiaires, par exemple, ont la particularité de faire exploser instantanément les barils de poudre que vous trouverez en jeu. En temps normal, vous devez tirer une fois sur le baril, puis attendre qu'il explose. Ou tirer 2 fois dessus à la suite. Et bien avec ces munitions incendiaires, une balle suffira pour le faire exploser directement. Il existe aussi des armes silencieuses qui sont vraiment sympathiques. Sachant que le jeu est basé sur le son, se faire tirer dessus par une arme silencieuse vous fera perdre vos moyens, car votre oui ne vous sera d'aucune aide. Il existe un tas d'équipements secondaires qui vous sera très utile. Vous pouvez avoir une trousse de soins, un couteau, un cocktail molotov, des seringues de santé ou d'endurance, en passant même par un scarabée de compagnie. Ouais, vous vous demandez à quoi sert ce petit insecte? Eh bien, il a la même utilité qu'un drone dans Rainbow Six Siege, c'est-à-dire un petit robot que vous déplacez afin d'avoir des informations sur les ennemis. Sauf que dans Hunt, c'est un scarabée, et vous voyez à travers la vision de celui-ci. En plus de vous donner accès à sa vision, vous pouvez le faire exploser près de vos adversaires afin de leur infliger des dégâts en fonction du type de scarabée que vous avez. Les atouts sont essentiels dans le jeu. À chaque partie où votre chasseur survivra, vous gagnerez des traits. C'est l'équivalent de points qui vous permettront de débloquer des atouts sur votre chasseur. Ces atouts ont un style d'humour noir qui est vraiment sympa. Pour l'atout adrénaline, qui vous permet de courir plus vite si votre état de santé est critique, est représenté par un lapin ensanglanté. L'atout coagulant, qui vous permet de ne pas saigner à un stade vraiment grave, est représenté par une personne qui est plantée partout dans son visage et ses mains, mais qui ne laisse pas une goutte de sang s'en échapper. Je ne vais pas vous faire tous les atouts, mais ils sont tous alignés sur le même type d'humour noir légèrement horrifique. Les personnes chargées de réaliser ces dessins ont quand même dû prendre un malin plaisir à trouver des idées d'illustration amusantes et tournées à l'absurde, mais tout en restant dans l'univers de Hunt, qui n'est lui
pas du tout amusant. En parlant d'amusement, êtes-vous prêt pour un petit edit? Ouais? Allez, c'est parti. And I'm already grinning, you know that I'm one up on one of you sending, you know you've been cutting, you know I'm ascending. I'm one up, I'm winning. I'm one up, I'm winning. Go take a look at the pen that I'm making my money like it's never ending. I took all my losses, I roll with the bosses, I know what they cost and I'm so independent. Go take a look at the pen that I'm making my money like it's never ending. I took all my losses, I roll with the bosses, I know what they cost and I'm so independent. C'est rentré, c'est rentré, c'est rentré. It was at this moment that he knew. He fucked up. Si vous envisagez de plonger dans l'univers de Hunt, il est important de noter que ce jeu ne convient pas à tous les publics, contrairement à des jeux comme GTA ou FIFA. Ces derniers sont souvent vus comme des jeux relaxants, à lancer après une journée de travail ou de cours. En revanche, Hunt nécessite une attention constante et présente un niveau de difficulté qui est assez élevé. Des joueurs comme moi, qui apprécient les défis réservés aux hardcore gamers, trouvent leur plaisir dans ces jeux exigeants, qui ne sont ni simples ni accessibles à tous. Ce qui contraste avec les joueurs occasionnels, qui eux, recherchent une expérience plus détendue et sans prise de tête. Il est essentiel de souligner qu'il n'y a aucune honte à être un joueur occasionnel ou un joueur hardcore. L'important est de profiter de vos jeux favoris, quelle que soit leur difficulté. Le jeu a atteint un pic de 45 000 joueurs en simultané, mais n'arrive pas à retenir les nouveaux venus qui deviennent par la suite actifs régulièrement. Il s'agit donc d'un regroupement d'anciens joueurs qui sont vraiment expérimentés. Et je trouve ça assez dommage, mais je pense que c'est en partie expliqué par la difficulté et complexité du jeu, qui ne plaît pas à tout le monde. Je pense également qu'il y a un triste manque de youtubeurs qui produisent du contenu sur le jeu, ce qui limite sa visibilité au sein de la communauté française. À ce propos, permettez-moi de vous introduire Camille, qui incarne à mes yeux l'emblème de la communauté française de Hunt. Il est l'un des rares youtubeurs dont le contenu est principalement axé sur le jeu. Lorsqu'un nouveau patch est publié, plutôt que de simplement lire le texte sur Steam, je vous recommande vivement de consulter sa vidéo pour une explication plus approfondie et plus claire des mises à jour arrivant sur le jeu. Maintenant abordons un sujet important. Qu'est-ce qui fait rester les anciens joueurs sur le jeu? La plupart des joueurs continuent à y jouer tout simplement parce qu'ils adorent le jeu, mais aussi car il y a un système de prestige. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de fin. Vous pouvez être au niveau 100 et prestige 100. Un prestige est tout simplement le fait d'arriver au niveau 100 et de perdre tous vos niveaux pour en échange gagner un point de prestige. Ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, quand vous passez un prestige, vous pouvez gagner un skin aléatoire. Ce qui reste une très bonne chose pour un jeu qui adore l'argent. J'aborderai ce point juste après. Mais avant ça, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que je réponds à chacun de vos commentaires, si c'est pas une bonne raison ça. D'ailleurs, rejoins mon serveur Discord pour être au courant à l'avance de toutes les vidéos qui sortiront et de mes streams. Sur ces deux mots, préparez-vous pour le grand final. Il est l'heure de s'attaquer au problème du jeu, l'argent, le nerf de la guerre. Vous n'êtes pas sans savoir que le but des développeurs de jeux est de faire de l'argent, ou du moins de rembourser tout ce qui a été dépensé pour créer le jeu. Il existe 3 grands systèmes économiques dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a les jeux gratuits, qui vivent grâce aux microtransactions, c'est-à-dire que vous pouvez acheter du cosmétique, mais qui n'influencera pas vos statistiques, c'est juste du visuel. Il existe ensuite les jeux payants, on paye donc pour un jeu afin d'obtenir la plupart du temps la quasi-totalité de celui-ci, à l'exception de potentiels DLC, qui peuvent, eux, être aussi payants. Le troisième est celui de faire un jeu pay to win, c'est-à-dire que le jeu est gratuit ou coûte peu d'argent, mais vous avez la possibilité d'acheter des éléments qui vous feront devenir bien plus fort et évoluer bien plus rapidement. À votre avis, Hunt Showdown est dans quelle catégorie? Eh bien, il n'est dans aucune de ces catégories. Le jeu est payant, le jeu possède des DLC, et le jeu possède des skins qui donnent des avantages. Ouais, ça commence à faire beaucoup.
Le principal problème réside dans la possibilité d'acheter des skins. En théorie, ces skins ne devraient pas conférer d'avantages, et donc ne poser aucun souci. Cependant, en pratique, la situation est différente. Si vous choisissez un skin sombre ou qui se fond avec les couleurs de l'environnement, vous constaterez qu'il devient beaucoup plus difficile pour les autres joueurs de vous repérer, ce qui représente un avantage significatif, qui n'est pas négligeable et peut altérer l'équilibre du jeu. Il y a même eu un drama sur un skin qui était tellement camouflé que les développeurs ont dû le rendre plus visible en lui rajoutant des couleurs vives. Mais sachez que même si ce n'est qu'un léger avantage d'avoir un skin sombre, le meilleur tireur ou stratège sortira toujours vainqueur, peu importe son skin. Mais il y a un point qui n'est pas négligeable, c'est celui que vous pouvez gagner de la monnaie payante du jeu, juste en jouant, sans forcément avoir à payer. Dans vos parties, vous trouverez des affiches qui vous donneront des points d'atout ou de l'expérience. Vous trouverez des caisses enregistreuses qui vous donneront des dollars de hunt. Et enfin des bourses qui vous donneront des dollars de hunt ou des bons de sang, donc la monnaie payante du jeu. Mais la plupart des bons de sang que vous gagnerez seront en fin de partie, de manière aléatoire, car vous aurez rempli des quêtes, vous donnant plusieurs bons de sang. Le problème est que certains éléments du jeu ne sont achetables que via de la vraie argent, et pas des bons de sang. Je trouve ça assez dommage. Les serveurs. S'il y a bien un point qui m'a marqué durant mes péripéties dans ce jeu, c'est bel et bien le fait que si par malheur vous avez votre jeu qui se ferme, ou que vous perdez votre connexion, je vous souhaite bon courage pour essayer de vous reconnecter à la partie. J'ai personnellement toujours eu des problèmes en essayant de revenir dans la partie. Soit je ne pouvais juste pas me reconnecter, soit je devais attendre 15 à 20 minutes pour y arriver. Et vous savez, 15 minutes c'est très long. Surtout que vous pouvez vous faire tuer pendant ce temps. Sachant qu'une déconnexion peut être assez frustrante de base, elle le devient encore plus car vous perdez votre chasseur et tout l'équipement qu'il avait sur lui. J'aurais bien aimé en terminer là avec les serveurs, mais malheureusement, en plus de ce point-là, le ping, le lag et d'autres soucis pourraient être vraiment améliorés, car ça nuit drastiquement à l'expérience de jeu. Cependant, un aspect positif est que le jeu présente très peu de bugs. J'en ai personnellement expérimenté seulement 2. Le premier concernait un boss qui a pris 1 minute pour accepter sa mort. Habituellement, lorsqu'un boss est vaincu, il se déplace légèrement dans un dernier barreau d'honneur, avant que vous ne puissiez le bannir. Mais dans ce cas-là, il semblait réticent à le faire. Le second bug, bien plus gênant, était d'avoir une vision empoisonnée constamment. À savoir qu'en jouant seul, il est possible de se réanimer grâce à une compétence spécifique. Après avoir été tué par un joueur utilisant des munitions empoisonnées, je me suis réanimé et l'ai tué en retour. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, sans aucun effet de montage ajouté, c'était vraiment comme ça dans le jeu. Et ça a continué jusqu'à la fin de la partie. J'ai donc décidé de m'extraire sans trop me poser de questions. Mais cela nous amène à un point important, la réanimation en solo. C'est un élément clé du jeu qui me dérange. Lorsque vous vous réanimez, vous perdez définitivement une barre de vie. Il existe des barres de santé de différentes tailles, et plus vous avez de barres, plus vous pouvez vous réanimer. Théoriquement, un joueur solo pourrait se réanimer jusqu'à 4 fois. Oui, 4 fois, vous avez bien entendu. Ce n'est pas nécessairement un problème si vous restez près de leur corps, mais cela change totalement votre façon de jouer. Lorsque vous vous combattez contre des équipes, vous ne vous posez pas la question de qui pourrait se relever 4 fois de suite. Mais face à des joueurs solo, vous devez en tenir compte. Je trouve cela quelque peu problématique car vous devez constamment vous demander si la personne que vous avez tuée était seule ou non. Car si c'est le cas, il faudra être très vigilant. Le cross-kill. C'est un terme désignant une situation où deux joueurs se neutralisent mutuellement exactement au même moment. Lorsque cela se produit, aucun des deux joueurs ne sort vainqueur du duel, ce qui peut être très frustrant. Je pourrais vous montrer une vidéo de 10 minutes remplie de clips de cross-kill, mais je vais vous épargner ça. Sachez juste que si vous jouez, cela vous arrivera inévitablement. Un autre aspect particulièrement gênant du jeu est la présence de tricheurs, bien que cela reste difficile à vérifier. En l'absence de killcam ou de tout autre moyen de visualiser les actions menant à votre mort, il est impossible de confirmer avec certitude si votre adversaire trichait ou non. Mais comme dans tous les jeux, il existe des petits malins qui prendront du plaisir à ruiner vos parties en utilisant des logiciels tiers. Et le dernier point préoccupant, mais qui n'est pas directement de la faute du jeu, concerne la mentalité de certains joueurs. Plus vous montez en rang, plus vous risquez de rencontrer des joueurs qui ne cherchent pas véritablement à jouer selon les objectifs du jeu, mais plutôt à camper. Ces joueurs se contentent de rester à distance, souvent équipés de snipers, et essayent de vous abattre de loin. Que leurs tentatives réussissent ou non ne les intéresse pas vraiment. Leur but n'est pas de récupérer la prime, mais plutôt de réussir un tir à longue distance. Si vous tentez de les approcher, ils peuvent choisir de vous fuir aussi longtemps qu'ils le peuvent, voire quasiment de s'extraire de la partie. Il n'y a pas que cette mentalité précisément qui me dérange, il y en a d'autres. Mais c'est la première fois que je vois de telles mentalités dans un jeu. Mais bon, l'important reste de s'amuser, chacun joue comme il le souhaite au final. Là c'est le moment où vous vous dites « mais il vient d'énoncer énormément de défauts au jeu ». Et très honnêtement, ce ne sont que de petits détails par rapport à tous les points positifs du jeu. Croyez-moi, ce ne sont pas ces problèmes qui m'ont empêché d'avoir plus de 300 heures de jeu. Et je compte pas m'arrêter d'y jouer au vu de ce qui arrive prochainement.
Vous avez tous déjà joué à 2 jeux différents, mais dans lesquels le gameplay était similaire. Eh bien, connaissez-vous des jeux qui ressemblent vraiment à Hunt? Ça m'étonnerait. Ce jeu n'a officiellement aucune réelle concurrence, ce qui est malheureusement un point négatif, et si vous ne comprenez pas pourquoi, laissez-moi vous expliquer. Quand vous n'avez pas de concurrence, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, vous pouvez vous-même créer vos règles, et les clients n'auront pas le choix de les suivre, sachant que vous êtes la seule personne à proposer le service qu'ils recherchent. Cependant, si vous avez un concurrent, vous allez être indirectement en guerre avec lui, et le client pourra choisir l'enseigne qui lui plaît le plus, ou qui est simplement la plus avantageuse pour lui, ce qui vous forcera donc à devenir plus attrayant envers votre client, afin de le garder. Dans le cas présent, Unshowdown n'ayant pas de concurrence, les développeurs du jeu, si je puis me permettre, dorment un peu sur des lauriers, ce qui est compréhensible vu ce que j'ai expliqué juste avant. Mais pour nous, en tant que joueurs, c'est problématique, car nous voulons du contenu régulier, nouveau, innovant, afin de rester accroché au jeu, et de ne pas perdre cette envie de relancer une partie, encore et encore. Attendez, mais le hasard fait-il vraiment bien les choses? Je pense que oui. Après une longue période marquée seulement par de petites nouveautés, je suis excité de vous présenter la nouvelle version du jeu. Et oui, il va y avoir une grosse mise à jour qui mènera à une amélioration des graphismes, qui était d'ailleurs assez bon pour être honnête. Le jeu va également connaître de grosses modifications sur le gameplay, les pièges, les dégâts de chute, les atouts, et vous ne devinerez jamais mais le son. Oui, le son va être amélioré sur le jeu qui a de très loin le meilleur son existant. Je vous laisse écouter ça. Il se peut que certains changements de la mise à jour contredisent ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, et c'est tant mieux. Ne pensez pas que vous devrez réapprendre le jeu, mais rappelez-vous que le changement et les nouveautés sont essentiels pour la continuité du jeu. Si vous hésitiez d'ailleurs à l'acheter, laissez-moi vous dire qu'avec cette mise à jour, je pense que vous ne serez pas déçus. Chaque partie est unique, avec différentes météos qui impacteront vraiment votre manière de jouer, différents boss, différentes cartes. Vous deviendrez le chasseur de primes que vous avez toujours rêvé d'être. Malgré ses imperfections, le jeu reste plaisant et extrêmement satisfaisant. Éliminer une équipe entière et s'échapper avec des primes après un combat intense vous fera toujours esquisser un doux sourire. C'est une expérience de plus en plus rare dans les jeux actuels qui ont tendance à devenir de plus en plus simples et accessibles. Mais ce qui fait la satisfaction des joueurs, c'est de réussir à triompher dans des parties semées d'embûches. Si tout était trop facile, il n'y aurait aucun mérite. Ainsi, selon moi, c'est précisément la complexité de Hunt qui contribue grandement à son succès. La qualité sonore du jeu est exceptionnelle et y jouer vous fera réaliser à quel point l'ouïe est essentiel. Pour nous, les humains, si vous avez la chance de posséder ce sens, prenez-en soin. Mais avant tout, prenez soin de vous.